Ce jour-là même, la machine étant encore debout au milieu d'eux et pas lavée, les gens du marché s'émeutèrent pour une question de tarif et faillirent massacrer un employé de l'octroi. Le doux peuple que vous font ces lois-là. Nous avons cru devoir raconter en détail l'histoire de Claude Gueux parce que, selon nous, tous les paragraphes de cette histoire pourraient servir de tête de chapitre au livre où serait résolu le grand problème du peuple au XIXe siècle. Dans cette vie importante, il y a deux phases principales. Avant la chute, après la chute. Et sous ces deux phases, deux questions. Question de l'éducation, question de la pénalité. Et entre ces deux questions, la société tout entière. Cet homme certes était bien né, bien organisé, bien doué. Que lui a-t-il donc manqué? Réfléchissez. C'est là le grand problème de proportion dans la solution encore à trouver donnera l'équilibre universel. Que la société fasse toujours pour l'individu autant que la nature. Voyez Claude Gueux. Cerveau bien fait, cœur bien fait, sans nul doute. Mais le sort le met dans une société si mal faite qu'il finit par voler. La société le met dans une prison si mal faite qu'il finit par tuer. Qui est réellement coupable? Est-ce lui? Est-ce nous? Question sévère, question poignante, qui sollicite à cette heure toutes les intelligences. Et qui nous tire, nous, tant que nous sommes par le pan de notre habit, et qui nous barreront un jour si complètement le chemin qu'il faudra bien les regarder en face et savoir ce qu'elles nous veulent. Celui qui écrit ces lignes essayera de dire bientôt peut-être de quelle façon il les comprend. Quand on est en présence de pareils faits, quand on songe à la manière dont ces questions nous pressent, on se demande à quoi pensent ceux qui gouvernent, s'ils ne pensent pas à cela. Les chambres, tous les ans, sont gravement occupées. Il est sans doute très important de désenfler les sinécures et d'écheniller le budget. Il est très important de faire les lois pour que j'aille déguisé en soldat monter patriotiquement la garde à la porte de monsieur le comte de Lobau que je ne connais pas et que je ne veux pas connaître. Ou pour me contraindre à parader au carré Marigny sous le bon plaisir de mon épicier dont on a fait mon officier. Il est important, député ou ministre, de fatiguer et de tirailler toutes les choses et toutes les idées de ce pays dans des discussions pleines d'avortements. Il est essentiel, par exemple, de mettre sur la sellette et d'interroger et de questionner à grands cris, et sans savoir ce qu'on dit, l'art du XIXe siècle. Ce grand et sévère accusé qui ne daigne pas répondre et qui fait bien. Il est expédient de passer son temps, gouvernant et législateur, en conférences classiques qui font hausser les épaules aux maîtres d'école de la banlieue. Il est utile de déclarer que c'est le drame moderne qui a inventé l'inceste, l'adultère, le parricide, l'infanticide et l'empoisonnement, et de prouver par là qu'on ne connaît ni Phèdre, ni Jocaste, ni Oedipe, ni Médée, ni Rodogune. Il est indispensable que les orateurs politiques de ce pays ferraillent 3 grands jours durant à propos du budget pour Corneille Racine contre on ne sait qui et profitent de cette occasion littéraire pour s'enfoncer les uns les autres à qui mieux dans la gorge de grandes fautes de français jusqu'à la garde. Tout cela est important. Nous croyons cependant qu'il pourrait y avoir des choses plus importantes encore. Que dirait la Chambre au milieu des futiles démêlés qui font si souvent colter le ministère par l'opposition et l'opposition par le ministère si, tout à coup, des bancs de la Chambre ou de la tribune publique, qu'importe, quelqu'un se levait et disait ces sérieuses paroles. « Taisez-vous, qui que vous soyez, vous qui parlez ici, taisez-vous. Vous croyez être dans la question, vous n'y êtes pas. » La question, la voici. La justice vient, il y a 1 an à peine, de déchiqueter un homme à Pamiers avec un eustache. À Dijon, elle vient d'arracher la tête à une femme. À Paris, elle fait barrière Saint-Jacques des exécutions inédites. Ceci est la question. Occupez-vous de ceci. Vous vous querellerez après pour savoir si les boutons de la garde nationale doivent être blancs ou jaunes, et si l'assurance est une plus belle chose que la certitude. Messieurs des centres, messieurs des extrémités, le gros du peuple souffre. Que vous l'appeliez République ou que vous l'appeliez la monarchie, le peuple souffre, ceci est un fait. Le peuple a faim, le peuple a froid. La misère le pousse au crime ou au vice, selon le sexe. Ayez pitié du peuple, à qui le bagne prend ses fils et le lupanar ses filles. Vous avez trop de forçats, vous avez trop de prostituées. Que prouvent ces 2 ulcères? Que le corps social a un vice dans le sang. Vous voilà réunis en consultation au chevet du malade. Occupez-vous de la maladie. Cette maladie, vous la traitez mal. Étudiez-la mieux. Les lois que vous faites, quand vous en faites, ne sont que des palliatifs et des expédients. Une moitié de vos codes est routine, l'autre moitié empirisme. La flétrissure était une cautérisation qui gangrénait la plaie. Peine insensée que celle qui pour la vie scellait et rivait le crime sur le criminel. Qui en faisait 2 amis, 2 compagnons, 2 inséparables. Le bagne est un vesicatoire absurde qui laisse résorber, non sans l'avoir rendu pire encore, presque tout le mauvais sang qu'il extrait. La peine de mort est une amputation barbare. Or, flétrissure,
bagne, peine de mort, 3 choses qui se tiennent. Vous avez supprimé la flétrissure, si vous êtes logique, supprimez le reste. Le fer rouge, le boulet et le couperet, c'était les 3 parties d'un syllogisme. Vous avez ôté le fer rouge, le boulet et le couperet n'ont plus de sens. Farinas était atroce, mais il n'était pas absurde. Démontez-moi cette vieille échelle boiteuse des crimes et des peines, et refaites-la. Refaites votre pénalité, refaites vos codes, refaites vos prisons, refaites vos juges, remettez les lois au pas des mœurs. Messieurs, il se coupe trop de têtes par an en France. Puisque vous êtes en train de faire des économies, faites-en là-dessus. Puisque vous êtes en verve de suppression, supprimez le bourreau. Avec la solde de vos 80 bourreaux, vous payerez 600 maîtres d'école. Songez au gros du peuple. Des écoles pour les enfants, des ateliers pour les hommes. Savez-vous que la France est un des pays de l'Europe où il y a le moins de natifs qui sachent lire? Quoi? La Suisse sait lire, la Belgique sait lire, le Danemark sait lire, la Grèce sait lire, l'Irlande sait lire, et la France ne sait pas lire? C'est une honte. Allez dans les bagnes, appelez autour de vous toute la chiourme, examinez un à un tous ces damnés de la loi humaine, calculez l'inclinaison de tous ces profils, tâtez tous ces crânes. Chacun de ces hommes tombés a au-dessous de lui son type bestial. Il semble que chacun d'eux soit le point d'intersection de telle ou telle espèce animale avec l'humanité. Voici le loup-cervier, voici le chat, voici le singe, voici le vautour, voici la hyène. Or, de ces pauvres têtes mal conformées, le premier tort est à la nature sans doute. Le second à l'éducation. La nature a mal ébauché, l'éducation a mal retouché l'ébauche. Tournez vos soins de ce côté. Une bonne éducation au peuple. Développez de votre mieux ces malheureuses têtes afin que l'intelligence qui est dedans puisse grandir. Les nations ont le crâne bien ou mal fait selon leurs institutions. Rome et la Grèce avaient le front haut. Ouvrez-le plus que vous pourrez, l'angle facial du peuple. Quand la France saura lire, ne laissez pas sans direction cette intelligence que vous aurez développée. Ce serait un autre désordre. L'ignorance vaut mieux encore que la mauvaise science. Non. Souvenez-vous qu'il y a un livre plus philosophique que le compère Matthieu, plus populaire que le constitutionnel, plus éternel que la charte de 1830. C'est l'écriture sainte. Et ici, un mot d'explication. Quoi que vous fassiez, le sort de la grande foule, de la multitude, de la majorité sera toujours relativement pauvre, et malheureux et triste. À elle le dur travail, les fardeaux à pousser, les fardeaux à traîner, les fardeaux à porter. Examinez cette balance. Toutes les jouissances dans le plateau du riche, toutes les misères dans le plateau du pauvre. Les 2 parts ne sont-elles pas inégales? La balance ne doit-elle pas nécessairement pencher et l'État avec elle? Et maintenant, dans le lot du pauvre, dans le plateau des misères, jetez la certitude d'un avenir céleste, jetez l'aspiration au bonheur éternel, jetez le paradis. Contrepoids magnifique! Vous rétablissez l'équilibre. La part du pauvre est aussi riche que la part du riche. C'est ce que savait Jésus, qui en savait plus long que Voltaire. Donnez au peuple qui travaille et qui souffre. Donnez au peuple, pour qui ce monde-ci est mauvais, la croyance à un meilleur monde fait pour lui. Il sera tranquille, il sera patient. La patience est faite d'espérance. Donc, ensemencez les villages d'évangile, une Bible par cabane. Que chaque livre et chaque chant produisent à eux deux un travailleur moral. La tête de l'homme du peuple, voilà la question. Cette tête est pleine de germes utiles, employés pour la faire mûrir et venir à bien ce qu'il y a de plus lumineux et de mieux tempéré dans la vertu. Tel à assassiner sur les grandes routes qui, mieux dirigées, eût été le plus excellent serviteur de la cité. Cette tête de l'homme du peuple, cultivez-la, défrichez-la, arrosez-la, fécondez-la, éclairez-la, moralisez-la, utilisez-la. Vous n'aurez pas besoin de la couper.